Si on avait à parier sur les probabilités, elle favorise pour l'instant l'esprit critique. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Nos auditeurs l'auront entendu il y a quelques semaines déjà. Tu nous disais que M. Walz, conseiller à la sécurité nationale du président Trump, était une espèce de zombie, un mort qui tenait encore debout, politiquement parlant évidemment. Là, ça s'est concrétisé hier. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qui s'est passé durant les dernières semaines? Alors, déplacement latéral, il a été congédié, mais de façon polie, pour éviter de créer des remous au plus haut sommet de l'État. On se rappelle quand même qu'au premier mandat de M. Trump, ça avait beaucoup bougé. Ils n'ont pas envie de jouer dans ce film-là, donc il est tassé. Il deviendra, s'il est confirmé par le Sénat, le prochain ambassadeur américain aux Nations Unies. Alors, ce qui s'est passé, il y a deux enjeux. Je commence par le premier. On se souvient, il y a quelques semaines, il y a eu ce qu'on a appelé le Signal Gate ou le Signal Gate, qui est cette messagerie non sécurisée qu'employaient des membres de l'administration Trump pour discuter entre eux de choses extrêmement sensibles, de dossiers même secrets, sinon top secret, particulièrement à un moment donné, d'un plan d'attaque contre les rebelles Houthis et l'heure précise à laquelle les missiles allaient partir, les avions ont décollé et ça avait engendré beaucoup d'émoi parce que ce genre de conversation, de communication doit être fait sur des serveurs protégés ou des appareils protégés, encryptés. Et tu nous avais expliqué que Walz était ce groupe de discussion qui incluait un journaliste. Les invitations venaient de lui, de son cell à lui. Alors, là où ça bloque, là où ça passe pas, c'est que en plus de ses collègues du cabinet, il invite un journaliste qui est un ennemi irréductible de Donald Trump. Un néoconservateur, frange à laquelle appartient aussi un peu, dans le fond, M. Walz, qui est un républicain traditionnel, qui a toujours été plutôt favorable, par exemple, aux sanctions féroces contre la Russie, plutôt favorable aussi à l'Ukraine et à l'aide américaine à l'Ukraine. Goldberg, c'est un journaliste, il travaille pour aujourd'hui The Atlantic, qui est un magazine assez influent, distribution confidentielle, dirons-nous, mais influent. Et Goldberg, depuis que Trump est arrivé dans le paysage politique, il l'a dénoncé, il n'a pas eu de cesse de le faire continuellement, en particulier parce que c'était pas et c'est toujours pas quelqu'un qui vote en guerre. Or, Goldberg, depuis 25 ans, il n'y a pas une guerre que les Américains ont livrée qu'il n'a pas appuyée. Et la question que ça pose, quand tu dis pourquoi, c'est la confiance qui existe entre le président et son principal conseiller à la sécurité, puisque Goldberg n'a pas pu se retrouver là par hasard. Nécessairement, c'est parce que son conseiller à la sécurité, M. Walz, c'est pas un acte manqué. Il s'est pas trompé. T'sais, s'il a mis les coordonnées de Goldberg dans la loupe, dans la chaîne de messages, c'est qu'il voulait lui faire entendre et voir certaines choses. Alors, évidemment, je peux pas le dire avec certitude, mais ça semble très improbable que ça soit comme une mauvaise manipulation. Et donc, ça semble très probable que M. Trump a pas aimé ça, mais pas du tout. Là, qu'un de ses détracteurs se retrouve comme complice de son conseiller à la sécurité nationale. On imagine M. Trump faire de la boucane dans son bureau, là. Et j'en aurais fait aussi, parce que c'est ton principal conseiller qui est au fait de tous les principaux secrets liés à la défense nationale, qui est en communication, tu sais, comme des administrations, on pourrait dire ça à Québec, à Ottawa, cherchent les fuiteurs, ceux qui parlent avec les journalistes. Là, ça serait ton conseiller à la sécurité nationale qui a ouvert un canal en direct, live, de communication avec un journaliste qui te fait la guerre depuis toujours et qui, en plus, lui permet d'accéder à de l'information hyper sensible. Alors voilà pour le prétexte. Moi, je pense, et c'est sur la foi de cette information que j'ai dit, c'est un dead man walking, c'est quelqu'un dont le temps est compté parce que le président peut plus lui faire confiance. Et derrière ça, ce que ça dit, c'est qu'il y a au sein de l'équipe de Donald Trump des gens de deux écoles. Les néoconservateurs, qui sont plutôt vote en guerre, qui, dans le dossier ukrainien, depuis le début, disent on peut pas les abandonner, on doit être aux côtés d'Ukraine, il faut livrer des armes. Marco Rubio, le secrétaire d'État, faisait plutôt partie de cette gang-là. Il a changé son discours. Mike Waltz était l'incarnation et celui qui est délégué pour négocier avec la Russie officiellement et l'Ukraine, le général Kellogg, fait aussi partie de cette cohorte de néoconservateurs. Alors que les plus Trump, les plus MAGA, c'est pas ça l'école de pensée, là.
Exactement. Alors, s'il y a un problème de confiance, au-delà de ça, c'est aussi deux visions du monde. Celle que Trump popularise et a vendue pendant l'élection. On veut pas se mêler des guerres des autres, on veut pas livrer la guerre. Puis tu as des républicains traditionnels qui, eux, sont sur la ligne de parti. Et Walz vient de se faire dire, ben justement, c'est pas cette ligne de parti qu'on va nous vouloir honorer. Et à terme, ce qui circule, c'est que Witkoff, qui est l'envoyé spécial du président au départ pour le Proche-Orient, mais qui est devenu l'envoyé spécial pour les négociations avec la Russie et l'Ukraine, qui est aujourd'hui l'envoyé spécial responsable des négociations avec l'Iran. Ce monsieur Witkoff, qui a zéro expérience diplomatique, c'est un promoteur immobilier, certes ami du président, mais ça pourrait être lui qui deviendrait le conseiller à la sécurité nationale. Et c'est un rôle très important. Là, je comprends que dans l'intervalle, c'est Marco Rubio qui prend l'espèce d'intérim. Le poste peut pas rester vacant. Lui, on a quand même le sentiment qu'il prend du galon, Rubio. Il prend beaucoup de galons, il pèse lourd, d'autant qu'il est aussi le patron de cette agence qui avait beaucoup de moyens il n'y a pas si longtemps, USAID, qu'il est chargé de démanteler, mais en attendant, c'est lui le patron. C'est le patron du département d'État, le ministre des Affaires étrangères, donc de Donald Trump, et c'est son conseiller, la sécurité nationale. La dernière fois qu'on a vu quelqu'un avoir les deux chapeaux de conseiller à la sécurité nationale et de secrétaire d'État, c'était Henry Kissinger, au début des années 70, pendant les années 70. Alors, on parle évidemment d'un profil différent. Je veux pas d'aucune manière être condescendant à l'endroit de Marco Rubio, mais c'est pas exactement la même stature. Kissinger, c'est un des, je dirais, alors, très contestable, mais un de ceux avec un autre Est-Européen, Brent Scowcroft, Zbigniew Brzezinski, qui ont le plus contribué à bâtir la politique étrangère des États-Unis dans la deuxième moitié du 20e siècle. Et M. Kissinger avait d'abord été le conseiller à la sécurité nationale de Richard Nixon. Il emmenait tellement large que c'est lui qui prenait les décisions, plus que le secrétaire d'État ne le faisait, M. Rogers. Et finalement, on a consacré son pouvoir en le nommant secrétaire d'État, mais il est resté conseiller à la sécurité nationale. C'est beaucoup de responsabilités. Parce que quand tu es conseiller à la sécurité nationale, tu es dans l'intimité du président. Tu n'es pas délégué à une agence. Tu es à la Maison-Blanche, tu es généralement à quelques mètres du bureau du président et le pouvoir, t'en sais quelque chose pour avoir vécu ça, c'est aussi la proximité d'avoir l'oreille du patron. Et le conseiller à la sécurité nationale, c'est l'arbitre qui écoute le patron de la CIA, de la Défense, du département d'État et qui arrive à faire une synthèse, normalement, pour que le président prenne une décision. En ce moment, ça va être Rubio. Je pense pas que ça va durer longtemps. Peut-être le temps qu'on se fasse un peu oublier ou qu'on oublie cette crise pour permettre à Witkoff de venir. Parce que rappelle-toi de la première administration et de tout ce qui bougeait, le premier conseiller à la sécurité nationale du président qui avait été en poste 22 jours, 22 jours. Et à la blague, il y a une unité de mesure du temps aujourd'hui en politique américaine, un Scaramucci, ça correspond à 10 jours. Et 10 jours, c'est le temps que le porte-parole de la Maison-Blanche, directeur des communications, Tony Scaramucci, avait eu avant d'être congédié. Et aujourd'hui, on je comprends qu'il ne veut plus revivre cette espèce d'instabilité chaotique autour de la présidence. C'est des élections en fin de semaine en Roumanie. Il y a un œil de toute la planète particulier là-dessus parce que c'est des élections qui ont été reportées. Tu peux me corriger, mais dans mes mots, j'étais resté sous l'impression que c'était une élection qui avait été reportée pas à cause de problèmes techniques majeurs, mais plus parce qu'on pensait que le public était sur le bord de se tromper. Bien dit, parce que les Roumains ont fait le mauvais choix. En tout cas, le plus haut tribunal constitutionnel du pays a dit finalement, oui, il y a peut-être eu de la manipulation. Il y en a certainement eu. On a constaté qu'il s'était passé des choses, et particulièrement TikTok qui s'était pris d'amour pour celui qui a gagné au premier tour, Călin Georgescu. Et on disait donc danger démocratique. Puis la réponse des autorités, c'est on va suspendre les élections. On n'aime pas ce qui s'est passé. C'est délicat, la démocratie, c'est quand même. Le public s'est trompé, avec cette élection-là est pas bonne. Exact. Et on dira que c'est pas vraiment le public, mais qui ont été manipulés. Alors, prise 2, parce que d'abord, dans un premier temps, on a annulé le deuxième tour de ces élections présidentielles, c'était avant Noël. Puis après ça, il y a quelques semaines, celui qui est arrivé en tête au premier tour avec 23% d'appui. Tu sais, quand tu as une dizaine de candidats puis que tu as 23%, c'est une très bonne performance. Ce candidat a été accusé d'avoir fait des déclarations
fausse aux autorités électorales, de ne pas avoir comptabilisé certains fonds qui lui auraient été donnés, donc il a été disqualifié. Et aujourd'hui, à 48 heures des élections, c'est un candidat encore plus conservateur que M. Georgescu, parce que c'est ça le problème pour l'Union européenne, c'est que ceux qui sont à la mode en ce moment en Roumanie sont souverainistes. Ils sont pas du tout pro-européens. Ils sont favorables à ce que la guerre soit stoppée au plus rapidement dans leur cours arrière en Ukraine. C'est pas du tout le discours de l'Europe. Ça ressemble un peu à Viktor Orban en Hongrie. On ne l'aime pas. C'est la bête noire de l'Union européenne. Et là, on dit, on va donner une deuxième chance aux électeurs, mais il faudrait pas qu'ils se trompent. Et le candidat qui pour l'instant est en tête avec 30% d'appui au premier tour. C'est quelqu'un qui est encore plus fâcheux peut-être que ne l'était Călin Georgescu lors de la première raid. Alors la question c'est, s'il gagne le premier tour à 30%, pourra-t-il au deuxième tour? Parce que l'idée c'est que si tu as 50 plus 1, il n'y a pas de deuxième tour, ça n'arrivera pas. Mais au deuxième tour, quand il restera deux candidats, est-ce que ce Simion, qui est en tête en ce moment, pourra l'emporter? Si c'était le cas, je peux t'assurer que l'Europe va avoir mal aux dents. Et il serait pas surprenant qu'on nous apprenne qu'il y a eu de la manipulation, de la fraude, sinon de l'ingérence, qui viendra nécessairement des Russes, qui pourrait expliquer qu'on prenne la décision du public roumain avec beaucoup de circonspection, des pincettes. Stéphane, merci. Bonne fin de semaine. Au revoir.